Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue pour cette émission exceptionnelle de la pensée et les hommes. Nous sommes dans un endroit qui va vous surprendre. C'est le grand temple de la rue de Laken à Bruxelles, le siège du Grand Orient de Belgique. C'est dans ces locaux, impressionnants, majestueux, d'aucuns disent un peu kitsch, que se réunissent notamment des assemblées maçonniques. Ces locaux datent évidemment du XIXe siècle. Deux invités bien connus par le public de la pensée et les hommes, Henri Charpentier, qui est l'ancien grand maître du Grand Orient de Belgique. Et trésorier de la pensée et les hommes. Et trésorier de la pensée et les hommes. Jacques Lemaire, passé président de la pensée et les hommes, mais aussi un des grands spécialistes belges de la franc-maçonnerie, notamment de l'antimaçonnisme. Alors, je me tourne vers vous, Henri, directement. Ne me dites pas que c'est de là que vous avez quelquefois dirigé des travaux maçonniques. Et si, tout à fait, bien que le décor soit relativement monumental. D'ailleurs, les proportions monumentales de ce lieu font ressentir à celui qui occupe cette salle l'humilité qui lui convient dans l'exercice de sa charge. Alors ça a un côté qui est presque archaïque. Oui, c'est l'apparat et la splendeur du XIXe siècle, la démesure relative et le côté égyptomaniaque de l'époque que peut-être notre ami Jacques pourrait aborder aussi si vous le souhaitez. Ah oui, bien sûr, parce que je ne vois pas que des décors égyptiens, je vois aussi des décors babyloniens ou assyriens, Jacques. Oui, Orient. C'est aussi pensée d'Orient, civilisation d'Orient. Et donc c'est normal, Égypte, Babylone, c'est tout à fait normal que l'on rencontre ces thèmes, surtout au XIXe siècle, où on veut marquer le lien à l'Orient. Ce lien d'ailleurs débute déjà au XVIIIe siècle. C'est vraiment intéressant. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'un drone va nous donner des images de ce grand temple, qui je crois est un des deux plus grands temples d'Europe. Ça, je ne m'avancerai pas. Ça, je pense que c'est le plus grand temple sur le continent. Sur le continent, sur le continent européen. Et on trouve évidemment un peu plus grand dans en Angleterre. De la Grande Loge Unie d'Angleterre. Oui, les Anglais, c'est quand même l'une des origines de la maçonnerie, donc ils ont fait les choses en grand. Tout à fait. Mais descendons alors ces marches presque en procession, sous votre autorité, mon cher Henri. Autorité relative. Alors dites-moi un peu quelques mots sur finalement le contraste entre cette franc-maçonnerie très progressiste, très marquée par les idées des Lumières, mais aussi les idées de la modernité aujourd'hui, et un cadre qui a l'air aussi religieux, aussi hiératique, presque sacré, qui vous tombe presque sur le dos comme un poids spirituel. Comment est-ce que vous mettriez ça en tension? Mais la maçonnerie est une société de tradition de rites, de tradition de symboles. Et ceci, c'est l'exaltation des traditions. Ah bon, une exaltation pour vous? Oui, je pense. On veut montrer en grand les symboles pour manifester la tradition, pour faire vivre la tradition. Oui, tout à fait, je partage entièrement cette analyse. N'oublions pas que la maçonnerie, la franc-maçonnerie, est d'abord une société initiatique. Tout à fait. Et symbolique. Et symbolique. Donc les deux sont, à mon sens, tout à fait indissociables. Comment vous définissez l'initiation? L'initiation, c'est un engagement. En ce qui me concerne, je pense qu'on peut le définir comme un engagement de donner un sens à son existence, donner un but et être initié à la recherche du progrès de la société. Si vous nous accueillez ici, aujourd'hui, Henri, Jacques, c'est qu'il n'y a pas des grands mystères et des grands secrets, puisque tout le monde maintenant peut voir ces lieux et en parler. Ah, mais sur les rites, il n'y a pas de secret. Le premier livre qu'on trouve en librairie est bon et dit la vérité. C'est ce qu'on vit en loge qui est un secret. Tout à fait. Tout à fait. La démarche initiatique est une démarche strictement personnelle et aucun maçon ne vous dira qu'il a vécu la même initiation que son voisin. Donc un processus individuel, mais qui se déploie aussi dans un lieu qui peut réunir une collectivité. Dans un cadre, dans un rite, dans une pratique et dans une communion, osons dire le mot, une communion d'idées et d'espérances et de souhaits philosophiques. Allons découvrir alors un autre temple et nous pourrons y bavarder un peu plus à l'aise que dans ce lieu qui tout de même n'invite pas aux confidences.
Non, mais souvenez-vous que dans les temples antiques, il n'y avait pas de toit et que les temples étaient ouverts sur l'immensité de l'univers. C'est un peu ce que nos prédécesseurs ont voulu représenter, symboliser, je pense, dans la magnificence de ce décor. Eh bien, nous vous suivons, Henri, puisque vous êtes chez vous. Avec plaisir. Eh bien, cher Henri, cher Jacques, nous voici ici dans un autre lieu, un autre temple de la rue de Laeken, qui est un temple plutôt dans la veine égyptomaniaque, égyptomane du XIXe siècle. On en a déjà un peu parlé quand nous avons découvert le grand temple, bon, certes qui était impressionnant, mais on l'a remis dans la perspective historique, et ça je pense que c'est vraiment très important pour ceux qui nous écoutent, parce que autrement on pourrait se dire quelle est cette espèce de folie des grandeurs, hein, que de vouloir résider ou bien se réunir dans des temples de ce type. Alors, au-delà de l'aspect découverte et de l'aspect architectural qui, je crois, est passionnant, ne fût-ce qu'au niveau de l'histoire de l'art, on va un peu parler de choses plus contemporaines. Cher Henri, vous avez été grand maître du Grand Orient de Belgique pendant 4 ans. Bon, jusque-là, vous êtes dans la chaîne des grands maîtres habituels, mais s'est passé une petite révolution pendant votre présidence, c'est que pour la première fois, une décision a été prise. Des femmes peuvent faire maintenant partie de cette obédience qui était très masculine jusqu'il y a peu. Alors, ça n'a pas dû être facile à porter. C'est un enjeu considérable sur le plan social. Qu'est-ce qui vous a mené à cette réforme et comment est-ce que c'est perçu aujourd'hui au sein du Grand Orient ? Oui, alors il faut bien effectivement replacer la question de la mixité au Grand Orient de Belgique dans un cadre historique. C'est un mouvement qui vient en fait des années 1910, puisque dès les années 1910, la question de l'appartenance des femmes à une obédience s'est posée. À l'époque, il n'y avait évidemment, pour représenter l'ordre maçonnique en Belgique, que le Grand Orient de Belgique. Et dès cette époque, certaines loges plus, disons, appelons-les progressistes, ont souhaité s'orienter vers cette forme d'acceptation des femmes sur les colonnes des temples maçonniques. C'est donc un chemin, on peut dire que nous avons pris le temps. Et le temps maçonnique n'est pas toujours le temps profane. On peut peut-être mettre en évidence le rôle d'Émile Lefebvre, le vénérable maître des Amis philanthropes, qui était pour la mixité dans les années 1910, et le premier atelier du DH, du droit humain, porte le nom d'Émile Lefebvre. 45, égalité, Émile Lefebvre. Tout à fait, tout à fait. Mais donc... l'historien a parlé. L'historien, oui, mais c'est tout à fait exact. Hein. Il faut aussi dire que ce mouvement a pris un temps certain parce qu'à partir du moment où précisément le droit humain et une loge du droit humain a été créée, pour certains frères du Grand Orient de Belgique, la tâche était accomplie puisque les femmes avaient enfin accès à la franc-maçonnerie dans un cadre différent certes, mais elles avaient accès à l'ordre maçonnique. Donc le droit humain, donc l'obédience mixte. Est à cette époque-là la seule obédience mixte en Belgique. Et plus tard, dans les années 70, en 1976, se crée la Grande Loge féminine de Belgique, bien sûr, qui, elle, regroupe essentiellement des sœurs. Alors, le Grand Orient donc, connaît maintenant une évolution. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire alors, je vais pas est obligée d'être féminine? Non. Non. Nous avons travaillé consciencieusement pour essayer de ménager les souhaits, rencontrer les souhaits de ceux qui, d'une part, souhaitaient continuer leur route exclusivement dans une obédience masculine, ceux qui étaient porteurs d'un projet de mixité et qui voient concrétiser leurs espoirs dans le projet qui a finalement abouti, et d'autre part, une ouverture, pourquoi pas, à la maçonnerie exclusivement féminine, puisque nous n'avons pas d'exclusive et nous n'avons pas de réserve à l'appartenance de genre au sein de notre obédience. Mais à la fois
dans le cadre de cette réflexion et du respect des choix de chacun, et dans le cadre d'une habitude typiquement belge, nous avons finalement opté pour un choix de système fédéral où chacun organisera ses travaux maçonniques selon son choix philosophique et bien entendu maçonnique de base. Est-ce que cette disposition ne risque pas de faire du tort à l'obédience mixte, le droit humain, ou à la Grande Loge mixte de Belgique, ou à l'ITOS, qui est une autre obédience mixte? Oui, je ne pense pas. Je ne pense pas, nous ne sommes pas en concurrence. Les valeurs que nous partageons, les valeurs maçonniques, sont communes à toutes les obédiences. J'aurais même tendance à dire que nos valeurs humanistes sont aussi largement partagées par d'autres courants philosophiques. Nous n'avons pas l'exclusivité des valeurs humanistes. Mais chaque obédience apporte aux postulants une spécificité. Et bien entendu, le Grand Orient de Belgique apporte je dirais, une plus-value, parce que dans l'esprit de certains, c'est une réelle plus-value, parce que, évidemment, l'obédience Grand Orient de Belgique est la plus ancienne, la plus nombreuse, et évidemment un passé historique considérable dans l'histoire même de la Belgique. Oui, et j'ajouterais, le Grand Orient est une fédération de rites, pas seulement une fédération de loges, alors que le droit humain ne pratique qu'un seul rite. Donc là, vous accentuez la grande diversité, finalement, du Grand Orient. Exact, la grande ouverture philosophique du Grand Orient. Il ne faut pas oublier que la maçonnerie, c'est une société philosophique, une société philadelphique, les vrais amis, la belle alliance, etc., mais une société philosophique, et pas une société politique. Et je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Je crois que c'est vraiment un point clé. Alors, le Grand Orient a quand même été souvent un phare en Europe. Il a été pionnier dans beaucoup de domaines, mais enfin, on ne peut pas tout expliquer aujourd'hui, on fera d'autres émissions, mais je crois savoir qu'aujourd'hui, il y a une alliance maçonnique européenne. Alors, vous êtes actif au sein de cette alliance maçonnique européenne. Qu'est-ce que ça représente ? Oui, tout à fait. Quel est le rôle de la Belgique ? Tout à fait. Il faut aussi avoir à l'esprit que dans la tradition maçonnique du Grand Orient de Belgique, la présence sur le terrain international a toujours été un élément clé. Et dans le paysage maçonnique européen, il est tout aussi évident que le Grand Orient de Belgique porte toujours des valeurs, très haut les valeurs, au même titre d'ailleurs que le Grand Orient de France. Nous sommes en fait les deux plus anciennes obédiences du territoire européen en ce qui concerne la maçonnerie dite non dogmatique, puisque à côté de ça, c'est-à-dire celle qui n'est pas anglaise, celle qui n'est pas régulière, donc clairement. Celle qui ne pratique pas le grand architecte de l'univers. Et là, il faut dire que c'est le Grand Orient de Belgique qui, le premier, a abandonné l'obligation de cette invocation. Le Grand Orient de France n'a suivi. Grand Orient de Belgique 1870, Grand Orient de France 1877. Nous avons là, en Belgique, une sorte de primauté. Tout à fait, tout à fait. Ceci dit, rien n'interdit à une loge du Grand Orient de Belgique d'invoquer le grand architecte de l'univers, parce que l'ouverture, à la fois des rites et de la philosophie, est totale. C'est ce que Jacques Lemaire disait, c'est très ouvert. C'est une fédération de rites, c'est une fédération d'écossais. Absolument. Même Fils Misraïm également. Absolument. Et donc, partant de ce constat que le Grand Orient de Belgique a toujours été un petit peu à la manœuvre de la maçonnerie européenne, depuis quelques années, avec le Grand Orient de France, nous avons porté, Grand Orient de Belgique, la volonté de créer une institution qui s'appelle l'Alliance maçonnique européenne, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'au niveau communautaire européen, 80% des normes législatives sont édictées par l'Europe. Et donc, le poids de la maçonnerie en tant que défense de nos valeurs humanistes doit trouver un espace d'expression qui corresponde à l'évolution politique de notre continent. Cette alliance, c'est un lieu de réflexion. C'est une association internationale qui regroupe sur le territoire européen 31 obédiences membres. Donc une obédience, c'est une fédération de loges. Une obédience est une fédération de loges, 31 obédiences réunies sous la houlette de l'Alliance maçonnique européenne.
se charge de maintenir et d'exprimer auprès des instances européennes, qu'il s'agisse du Conseil ou du Parlement, les valeurs humanistes que nous entendons défendre, notamment lorsque l'on constate des dérives, comme malheureusement on peut le constater en matière éthique ou autre, et notamment dans certains États membres que je ne citerai pas, mais que vous identifiez. Mais alors, facilement. Jacques, si je me tourne vers vous, la maçonnerie, on disait, bon, elle n'est pas politique, donc elle n'est pas politique avec un petit p, mais elle a un rôle politique avec un grand P, c'est-à-dire défendre des valeurs. Oui, mais alors, je ne dirais pas ça, je dirais alors plutôt association de réflexion philosophique. Chaque membre, chaque maçon peut s'engager, notamment sur le plan politique. Mais je crois que ce serait une erreur que les obédiences interviennent dans les affaires politiques. Elles peuvent faire des recommandations, comme le disait Henri, exprimer les valeurs humanistes, bien sûr, et l'alliance entre toutes ces loges, entre toutes ces obédiences, c'est un point positif. Mais, par exemple, moi, ça me choquerait beaucoup si le Grand Orient de Belgique proclamait dans la presse son attitude par rapport à tel ou tel sujet. Pourquoi ? Parce que les maçons ne sont pas d'accord entre eux sur chacun des sujets. Voilà pourquoi les obédiences ne doivent pas, je pense, prendre des positions politiques. Le Grand Orient de France le fait de temps en temps, et moi je le regrette profondément, mais je sais qu'au Grand Orient de Belgique, on ne le fait pas parce qu'on respecte. Que dans des cas extrêmement graves. Oui, sauf dans des cas bon, mais autrement, par rapport à la démocratie où c'est évident. Il y a un devoir de réserve. Voilà, mais sur des tas de questions, par exemple l'avortement, enfin, des tas de questions, les maçons ne sont pas tous d'accord entre eux, donc l'obédience doit éviter de prendre une position politique publique. Alors, Henri, vous venez de casser un mythe ici, parce qu'on parle toujours du secret maçonnique, force occulte, ils travaillent dans l'ombre, et puis voilà, maintenant j'apprends qu'il y a une alliance maçonnique européenne, un des responsables parle ouvertement, nous savons quelles sont plus ou moins les idées de cette alliance maçonnique, on peut s'informer, il n'y a pas de secret dans tout ça. Non, le secret est un secret d'appartenance. À titre individuel, moi je n'ai aucun problème forcément à dévoiler ma qualité de maçon puisque j'ai été par la force des choses un peu propulsé dans la sphère publique, mais chaque maçon a droit au respect de son secret d'appartenance et le secret de l'initiation, puisque c'est ça que vous évoquez, cher Baudouin, dans tous les rayons spécialisés de toutes les bonnes librairies, vous trouvez abondance de documentation sur les rites, sur les pratiques, etc. Mais le secret, nous maçons, nous le savons clairement, le secret, c'est ce qu'on a vécu individuellement, à titre personnel. C'est ça, c'est un aspect spirituel. La spiritualité du franc-maçon est une réalité, quelle que soit d'ailleurs l'obédience ou le rite que l'on pratique. C'est ce qu'on peut appeler le secret initiatique, qui n'est pas d'ailleurs transmissible même entre deux maçons. C'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur de soi, par l'initiation. Donc, pas besoin d'avoir des décors aussi somptueux pour être initié? Ah, ça dépend. On ne peut pas être initié de n'importe quelle façon. Il y a des règles, il y a des rituels. C'est extrêmement important en maçonnerie. Il y a des symboles. Et une association n'est pas maçonnique si elle n'utilise pas les symboles et certains rites qui sont variables, différents d'obédience à obédience. Ce que je veux dire par là, c'est toutes les loges ne sont pas nécessairement des loges qui se réunissent dans des locaux comme ceux-ci. Il faut distinguer la loge du local. Mais évidemment. Donc la loge, c'est les personnes qui constituent le groupe. Et on peut dire aussi l'atelier. Hein. L'atelier, oui. Mais le local... Et le local, c'est le temple. Ce sont les reliquats de l'époque de gloire du 19e et on ne s'en plaint pas, c'est magnifique. C'est tout à fait magnifique, mais il faut être bien conscient que la grande majorité des loges se réunissent dans des locaux qui n'ont pas l'apparat des locaux dans lesquels nous nous trouvons pour le moment. La création d'une loge, finalement, symboliquement parlant, peut se résumer à tracer sur le sol les symboles nécessaires à l'exécution d'une réunion maçonnique. Sans aller au-delà, nous n'avons pas besoin de tout cet apparat qui nous environne. La démarche est personnelle, elle est initiatique et elle est symbolique. Cher Henri, il y a une chose que je dois quand même vous dire, à titre personnel cette fois, mais aussi en ma qualité de président de la Pensée et les Hommes. Je tiens à vous remercier vivement d'avoir accepté de dialoguer avec un historien, passé président de notre Pensée et les Hommes. Aujourd'hui, c'est vraiment très plaisant et vraiment
merci pour cette invitation dans des locaux aussi magnifiques. Et j'espère que tout le monde aura pris un grand plaisir à les découvrir. Mais également, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour la maçonnerie en général durant ces dernières années. Ça restera comme un moment, je pense, où on a progressé. Et chose me semble-t-il encore plus subtile, je crois que Jacques sera d'accord avec moi, nous avons progressé, certes, mais en respectant la tradition. Et c'est quelque chose qui n'est pas souvent dit. La tradition peut être dynamique. Bien entendu. Si je peux ajouter un dernier mot, la maçonnerie, c'est à la fois un laboratoire de réflexion d'idées, mais aussi un conservatoire qui conserve des traditions à travers les rites, les symboles, etc. Ce sera le mot de la fin. Voilà.